Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Bonjour les Irréductibles, votre rendez-vous chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, il sera question du malaise français avec notre irréductible de la semaine, Marcel Gauchet. L'historien et philosophe évoque avec nous son nouveau livre « Macron, les leçons d'un échec ». Comprendre le malheur français 2 qui vient de paraître aux éditions Stock. Par son élection inattendue il y a 5 ans, Emmanuel Macron a incarné la possibilité inespérée de sortir la France de son déclin économique et réconcilier une société divisée. À l'arrivée, les espérances qu'il avait fait naître ont été déçues, nous dit Marcel Gauchet. Comment expliquer cet échec ? Quelles en sont les causes profondes ? Quelles leçons en tirer ? Et comment la France peut-elle sortir du malheur ? Marcel Gauchet nous donnera ses réponses tout au long de l'émission. En seconde partie, le cofondateur du Printemps républicain et créateur du think tank L'Aurore, Gilles Clavreul, nous rejoindra. Il viendra nous parler de son nouveau livre « Dans le silence de l'État » qui paraît cette semaine aux éditions de l'Observatoire. L'impuissance de l'État et sa perte d'autorité sont-elles les principales sources du malaise français ? Les réponses de Gilles Clavreul en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, je suis heureux d'accueillir notre irréductible de la semaine sur Sud Radio, Marcel Gauchet. Sud Radio Les Irréductibles, Alexandre Devecchio. Marcel Gauchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio dans Les Irréductibles. Vous êtes historien et philosophe. Votre nouveau livre qui paraît aux éditions Stock s'intitule « Macron, les leçons d'un échec ». J'avoue que j'ai trouvé le titre assez gonflé. Est-ce que ça signifie que pour vous, Macron a déjà perdu ? Ah non, ça n'a, au contraire. Son échec a pour paradoxe de lui ouvrir toutes grandes les portes d'une réélection probable au jour d'aujourd'hui, compte tenu de tous les événements qui peuvent survenir d'ici le mois d'avril. Mais l'échec est à comprendre, évidemment, en fonction de ce qu'a été l'ambition d'une élection qui ne s'inscrivait pas dans la continuité de la politique normale. Macron a réussi, c'est une performance qu'il faut lui reconnaître, à donner l'impression qu'il était d'un autre bois que ses prédécesseurs, qu'il avait à la fois la lucidité et le courage nécessaires pour mener ce qu'il appelait lui-même une transformation de la France, capable justement de la remettre sur des rails dont la majorité des Français ont confusément le sentiment que nous sommes sortis. C'est par rapport à cette ambition remarquable d'une certaine manière, qui nous sortait du ronron politique et d'une alternance préfabriquée, qu'il faut juger de la réussite ou non de ce qu'il a fait. Et l'étonnant, comme je le disais, est que finalement cet homme de la rupture, qui a été vraiment une rupture puisqu'il a sinistré et de manière probablement définitive le système des partis de gouvernement qui étaient en place, cet homme de la rupture se retrouve à l'arrivée le garant de la continuité avec la non-politique finalement de ses prédécesseurs. Mais ça marche. Tout est paru aujourd'hui même, je crois, un sondage auprès des chefs d'entreprise à qui on demande est-ce que pour vous l'élection présidentielle représente une perturbation, un risque, etc. Non, pas du tout, tout va continuer comme par devant. Et bien, Macron est le candidat de cette continuité. Donc vous expliquez que c'est un échec, en même temps c'est le candidat de la continuité peut-être dans cet échec. De la continuité dans l'échec. Donc si je vous suis bien, en cas de réélection, ça veut dire que la France va continuer de s'enfoncer dans ce que vous appelez le malheur français. Elle va persister dans ce malheur qui il est évidemment comporte des zones de confort assez importantes, ne serait-ce que la crainte du changement, qui est une réalité en politique où la valeur primordiale pour la majorité des gens est la prévisibilité et la stabilité de leur situation. Et il est vrai que c'est ce dont on avait l'impression, ce dont Emmanuel Macron a su crédibiliser le projet, c'est de réussir une révolution, puisque c'est comme ça qu'il ne craignait pas de parler, dans une pacification démocratique, une discussion, une écoute de la société qui permettrait d'opérer ce changement sans
convulsion ni aventure. Mais à l'arrivée, ce qu'on voit, c'est qu'on aura le marasme, le malheur, pas d'aventure, ça c'est vrai. On va rester sur les mêmes bases. Mais après tout, pour beaucoup de gens, sans parler de ceux qui y trouvent avantage, c'est pas nul, il y en a beaucoup. Il y a pour beaucoup de Français, somme toute, c'est mieux que le saut dans le vide sans parachute. Justement, votre livre, Martial Gauchet, c'est le deuxième tome, en fait, de comprendre le malheur français. Le premier tome avait été écrit sous François Hollande. Est-ce que finalement, voilà, le malheur français ne date pas de l'échec d'Emmanuel Macron? Et est-ce que c'est pas aussi la conséquence de l'échec de la droite et de la gauche? Ce malheur vient de très loin. Et je crois que si on remonte à ses origines, il réside fondamentalement dans une série de choix qui ont été effectués depuis les années 1980, c'est-à-dire le moment où la France est, comme tout le monde, assaillie par ce phénomène qui n'est pas qu'économique, qui s'appelle la mondialisation. Et là, l'origine de l'origine, si je puis dire, c'est le choix mitterrandien de sous-traiter l'adaptation à la mondialisation à l'Europe. En fait, il faut en deux mots retracer le contexte. Mitterrand est élu en 1981 sur la base d'un programme totalement classique qui s'inscrit dans la lignée des 30 Glorieuses et d'une social-démocratie qui ne dit pas son nom, mais qui en est une de fait. Très vite, dans ce contexte, les socialistes, et Mitterrand le premier, n'ont pas vu venir la mondialisation. Elles se rappellent à leur bon souvenir presque aussitôt. 83, le tournant. Et ce tournant consiste en fait dans un jugement politique de François Mitterrand, un jugement habile, mais ravageur pour la suite. On ne peut pas dire la vérité aux Français. On ne peut pas dire les raisons pour lesquelles en fait, nous sommes obligés de changer de politique. D'ailleurs, on dit qu'on ne change pas de politique, on en change radicalement. Comme on ne peut pas dire aux Français qu'il faut s'adapter à cette nouvelle donne économique, et pas seulement économique, institutionnelle, internationale, eh bien, on va compter sur la popularité de l'Europe, qui était très grande dans la France des années 80, pour lui faire endosser le job que nous ne pouvons pas faire en interne. Et nous... Là-dessus, ralliement de Chirac à cette solution après quelques convulsions. Au moment du traité de Maastricht en 92. Voilà. Et à partir de là, nous sommes dans un système où les politiques ne disent pas la politique qu'ils font, d'abord, alors qu'il y a quand même une fonction de vérité dans la politique démocratique qui est centrale, et où d'autre part, par la position même dans laquelle on se met, on subit le sort d'une mondialisation qu'on renonce à comprendre et en fonction de laquelle on renonce à agir. On laisse en fait les institutions européennes faire le travail avec les conséquences d'une incompréhension de la politique menée, d'une perte totale de confiance dans le personnel politique. La droite et la gauche sont irrémédiablement sinistrées. Et puis d'une frustration démocratique, puisqu'on n'élit pas les dirigeants européens. Mais oui, on a affaire à un système de règles dont on ne connaît pas les acteurs, et on subit au lieu de se projeter, qu'est la règle démocratique. Où en sommes-nous? Que pouvons-nous faire en fonction des options qui nous sont offertes? C'est la dernière question de cette première partie, Martial Gauchet, mais est-ce qu'au moins on ne peut pas reconnaître à Emmanuel Macron finalement d'avoir été le seul à être honnête dans cette configuration-là, puisque c'est le seul à avoir assumé son européisme et assumé l'adaptation au modèle voulu par l'Europe? Oui, il faut lui reconnaître cette honnêteté. Il a dit ce que les autres pensaient, mais se gardaient bien de formuler. Mais avec une condition, c'est qu'il a en même temps perçu, je n'emploie pas ce « en même temps » par hasard, puisque c'est son mot fétiche, son expression programmatique, pour ainsi dire, en promettant aux Français, devant leur frustration à l'égard des mesures européennes qui leur sont imposées, la promesse énorme d'une refondation de l'Europe. Et l'échec numéro 1
d'Emmanuel Macron, de ce point de vue, c'est la reddition, en fait, devant l'impossibilité de mettre en œuvre ce programme de refondation, dont on peut se demander d'ailleurs s'il était sincère en parlant d'une telle ambition qui ne me semble pas très conforme à ce qu'on pouvait raisonnablement escompter du poids de la France dans l'Europe en 2017. Et la vérification, c'est le point sur lequel, au fond, moi je dirais personnellement, je l'attendais. Après tout, qui sait ? C'est quand même une machine très inerte, l'Europe, qui fonctionne au jour le jour, sans beaucoup d'imagination. Peut-être qu'un président français un peu plus doué que ses prédécesseurs, plus courageux, plus brillant aussi, allait avoir une force d'entraînement pour sinon refonder, ce qui était un trop grand mot, probablement, ça va très loin, ça. Pour refonder un système qui n'a jamais été fondé en réalité, mais qui s'est implanté un peu au fil des événements sans véritable ligne directrice autre qu'un arbitrage entre des intérêts hétéroclites, où le lobbying bruxellois joue un rôle décisif, c'était aller très loin. Mais il pouvait au moins remettre au programme le programme français d'une France qui se reconnaît dans l'Europe, alors qu'aujourd'hui, elle le vit largement, pour une partie très importante des citoyens, comme un mystère dont on ne voit que des effets qui sont loin d'être bénéfiques. Merci Marcel Gauchet, vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Irréductibles. Nous essayons de tirer les leçons de l'échec d'Emmanuel Macron. On a parlé de l'Europe, l'islam, l'immigration. Emmanuel Macron est-il passé aussi à côté de ces grands enjeux ? Les réponses de Marcel Gauchet tout de suite après la pause. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec l'historien et philosophe Marcel Gauchet. Marcel Gauchet qui nous parle de son nouvel essai « Macron, les leçons d'un échec ». Alors Marcel Gauchet, vous faites le bilan du quinquennat. On a vu avant la pause que pour vous l'échec d'Emmanuel Macron était un échec en grande partie à réconcilier les Français avec l'Europe. Son quinquennat aura été marqué par la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, et est-ce que vous voyez justement un lien entre l'Europe et cette crise des Gilets jaunes ? Certains observateurs ont vu derrière ce mouvement une demande de souveraineté, voire plus largement une demande de démocratie. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Les Gilets jaunes ont représenté une demande de démocratie. Oui, c'est assez clair, et c'était leur langage, la revendication phare autour duquel le mouvement se retrouvait. Il n'y en avait pas beaucoup, puisque c'était un mouvement très dispersé, en fait, y compris dans ces thématiques, mais il y avait au moins une revendication qui faisait l'unanimité, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Et retrouver le pouvoir de décision sur des choses essentielles de la vie de tous les jours était à coup sûr l'axe programmatique de ce mouvement, répondant à un sentiment de dépossession et d'incompréhension de la part des politiques que les Français de base doivent subir. À côté de ça, c'est un mouvement très compliqué à analyser, dont il faut aussi enregistrer, au final, l'impossibilité de s'organiser, de créer une sorte de force politique et sociale capable de peser sur le gouvernement. De ce point de vue-là, c'est un mouvement extraordinairement significatif, mais significatif aussi par les impossibilités auxquelles il s'est heurté et sur lesquelles il faut réfléchir. Parce qu'il témoigne d'un état de la société qui n'est pas le plus petit problème auquel nous avons affaire. Est-ce qu'il y a aussi chez Emmanuel Macron, avec le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que ça révèle aussi une incompréhension face à toute une partie de la France ? Est-ce qu'il serait le seul finalement à avoir... est-ce que cette crise est aussi liée à Emmanuel Macron, ou est-ce que n'importe quel président à sa place aurait pu subir le même type de mouvement ? Je crois qu'Emmanuel Macron a une responsabilité très involontaire dans cette crise. C'est qu'il a disqualifier le personnel politique en place et le discours reçu qu'on entendait depuis des années dans le système d'alternance qui s'était mis en place. Et ce faisant, il a ouvert une brèche. Après tout, si un outsider comme lui parvient à
percer la carapace des institutions pour faire entendre un autre son de cloche, pourquoi pas nous ? Pourquoi la société ne se ferait pas entendre directement ? Et je crois qu'on n'a pas fini d'enregistrer la déstabilisation d'une mécanique institutionnelle qui tournait à vide et dans laquelle toutes sortes de possibilités s'ouvrent, y compris celle de prendre la parole en direct. Et c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes dans un contexte où le sentiment que une des autres grandes promesses de Macron dans son style de gouvernement, c'était l'écoute de la société et la mise en place, en quelque sorte, d'un pouvoir direct de la société par des relais, bien entendu. Eh bien, il a promis d'écouter, il n'écoute pas. Faisons-nous entendre. Il y avait une sorte de logique imparable dans cette demande. Et le miracle est que Macron ait réussi à rétablir une sorte de crédibilité de la parole politique au-delà de cet épisode qui l'a ébranlé dans les profondeurs. On a parlé de l'Europe, de la crise démocratique qui nourrit le malheur français. Beaucoup voient aussi une crise d'identité et beaucoup avaient identifié les points faibles d'Emmanuel Macron avant son élection sur les questions régaliennes, sur lesquelles Emmanuel Macron semblait peu à l'aise. Alors, est-ce que finalement la sécurité, l'immigration, l'islam, il y a un chapitre de votre livre consacré à ces thématiques, est-ce que ce ne sont pas aussi les 3 principaux échecs d'Emmanuel Macron ? C'est pas à proprement parler un échec, puisque sur ce terrain, on ne peut pas dire qu'il avait fait de grandes promesses. C'est effectivement un homme de la société civile qui réussit et dont le modèle profond, un modèle profondément libéral, est celui d'une espèce d'harmonie assez spontanée du fonctionnement social. On peut appeler ça un modèle de marché, même si là, il est très élargi, en fonction duquel tout ça peut se régler de manière assez spontanée. Il y a la croyance profonde des élites d'aujourd'hui, dont Emmanuel Macron est un produit typique, c'est au fond la société automatique. La société qui marche toute seule et qui, du coup, n'a pas beaucoup de place à faire à la volonté politique et à l'exercice d'une autorité fondée dans la souveraineté et dans la défense des intérêts stratégiques d'une communauté. Ça, c'est quelque chose qui n'entre pas dans ce logiciel. Et il est par ailleurs, je crois, assez conscient des problèmes, mais en quelque sorte pas conscient des instruments. Il y a un décalage assez étonnant dans sa lucidité sur l'état des choses et la possibilité de mobiliser un type d'outils politiques dont il n'a pas le sens, manifestement. Pour lui, gouverner, c'est parler. C'est très important de se faire comprendre, mais gouverner, c'est aussi exercer une autorité. Et une autorité qui, évidemment, ne peut que heurter, justement, de prétendus automatismes qui n'en sont pas du tout. Il y a une défaillance de la vision profonde. Et ça, cette crise générale, c'est une crise générale des élites du monde occidental. Est-ce que c'est vraiment une crise de logiciel? Oui, c'est une crise de logiciel. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est simplement un déficit de vision ou est-ce que c'est une vision autre? L'idée profonde, vous avez parlé de 89 tout à l'heure, de la chute du mur de Berlin, mais que finalement, la politique aujourd'hui n'avait plus lieu d'être, qu'on pouvait se mettre en pilote automatique et que la technocratie, le marché et un peu de prospérité économique suffirait finalement à avoir des sociétés apaisées, réconciliées. Oui, c'est la vision profonde qui est en cause dans la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire une réduction de la politique à la gestion de sociétés qui fonctionnent pour l'essentiel sur un mode d'harmonie spontanée des intérêts, dès lors qu'il y a des arbitres bienveillants, donc importance au passage considérable des juges dans ce contexte, puisque ce sont eux qui, en fait, exercent les arbitrages fondamentaux. Et ce ne sont plus les politiques, ce qui pose tout de suite une question de principe énorme. L'exemple type de ce point de vue, pour moi, c'est ce texte qu'en fait peu de gens ont lu, même si le mot est très connu, c'est le pacte de Marrakech sur les migrations, qui est en fait un texte irénique, comme on dit, c'est-à-dire avec de la bonne volonté, tout se passe à l'avantage de tout le monde.
Oui, dans le principe, pourquoi pas, mais sur le terrain, c'est pas tout à fait ce qu'on constate. On est, en fait... Plus, pardonnez-moi, hein, je vous coupe, parce que vous avez parlé des juges, l'exemple du pacte de Marrakech est intéressant. Est-ce que c'est le type de texte, justement, qui relève de la déclaration de principe et dont on nous a dit que c'était pas grave parce qu'il n'avait aucune valeur juridique, mais dont les juges peuvent se saisir pour faire une partie de la loi? Alors oui, là, vous touchez à un problème extrêmement crucial dans le paysage politique d'aujourd'hui, qui est la manière dont les juges conçoivent leur rôle. Ils ne se contentent pas d'appliquer des textes au travers de leur démarche normale, qui est la jurisprudence, parce que les textes ne prévoient pas tout. Ils se donnent une marge d'interprétation de plus en plus considérable, où ce genre de texte qu'on appelle normatif, même s'il n'implique pas d'engagement formel, deviennent des sources d'inspiration, non pas du droit directement, mais du jugement. Et c'est la porte ouverte, en effet, à une sorte de dérive qui est là, échappe totalement même aux législateurs. Nos législateurs d'aujourd'hui sont de fait contraints, non plus par d'autres lois, mais par des jugements en interne et bien entendu à l'international, qui sont une sorte de défi permanent à la démocratie, parce que encore faudrait-il que les juges soient toujours sages, comme on voudrait qu'ils le soient. On voit bien que dans votre discours que finalement une partie du pouvoir aujourd'hui échappe aux citoyens, que les politiques ne saisissent pas forcément les enjeux, en particulier les enjeux identitaires, sécuritaires, parce qu'ils pensent que ça va se réguler tout seul. Est-ce que ce à quoi on assiste en ce début d'élection présidentielle, la percée d'Éric Zemmour, mais aussi le maintien de Marine Le Pen à un score important, est-ce que c'est le retour du refoulé? Le retour du refoulé, certainement, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand on a vu s'effectuer la percée d'Éric Zemmour. Ce refoulé attendait des porte-paroles. Et finalement, il a mis du temps à les trouver. Mais je crois que quelque chose est en train de se jouer qui tient tout simplement à la pression de l'actualité. Il y a une sorte un nouveau dessin de la carte du monde qui est en train de s'effectuer, où l'abaissement des frontières ne produit pas l'harmonie universelle escomptée, et où on voit réapparaître dans le paysage des acteurs politiques qui, eux, font de la politique, qui ont une stratégie, qui ne nous aiment pas spécialement, qui ont des raisons Vous pensez à qui? À la Chine, à la Russie? Au reste du monde, hors l'Europe. Hors l'Europe. Nos amis américains, découvrons-nous. On nous parlait, je me souviens, d'il y a une vingtaine d'années, d'une Euro-Amérique, où on aurait fusionné par-delà l'Atlantique les deux entités. Eh bien non, il y a des États-Unis qui font une politique en vue des intérêts américains, avec une brutalité quotidienne que tout le monde peut apprécier en lisant simplement. Y compris Joe Biden, qui a remplacé Donald Trump, mais en faisant la même politique, d'une certaine manière. Sur ce terrain-là, oui, il fait une autre politique que sur le terrain de la... interne. Bien sûr, mais en matière de défense des intérêts américains, il est encore plus, je dirais, en fait, encore plus implacable, parce qu'il est moins étroitement nationaliste au sens où Trump l'était. Il est convaincu que les États-Unis sont le bien et donc ont les bonnes réponses à l'ordre international. Il est impérialiste en quelque sorte, un soft impérialisme. C'est cet impérialisme très particulier des États-Unis, qui n'est évidemment pas une entreprise coloniale, mais qui est une entreprise de conviction d'avoir la bonne réponse à l'ordre international. Et nous la subissons. Donc, et nous, Européens, que faisons-nous face à cet univers où nous découvrons que les autres font ce que nous avons renoncé à faire? Eh bien, il faut le retrouver d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'il faut lire cette élection probablement comme un point de bascule de ce point de vue, où, quel que soit le résultat, il y aura une autre logique, à la fois intellectuelle et pratique, de mise en œuvre, où une notion parfaitement banale comme l'intérêt national redevient la boussole de la politique. Merci Martial Gauchet. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Irréductibles. Gilles Clavreul nous rejoint pour évoquer son nouvel essai Dans le silence de l'État. Le malheur français
résulte-t-il de 30 ans d'impuissance de l'État? Les réponses de Gilles Clavreul et Marcel Gauchet après la pause. Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec toujours l'historien et philosophe Marcel Gauchet. Gilles Clavreul nous a rejoint. Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour Alexandre. Gilles Clavreul, vous êtes l'un des cofondateurs du Printemps républicain et le créateur du think tank L'Aurore. Votre nouvel essai qui paraît cette semaine aux éditions de l'Observatoire s'intitule « Dans le silence de l'État, comment l'impuissance publique livre la société à elle-même ». Alors à vous lire, Gilles Clavreul, on comprend que pour vous, le malheur français résulte en grande partie de la crise de l'efficacité et de l'autorité de l'État. Celle-ci a-t-elle culminé durant la crise sanitaire? On n'en a pas encore parlé. Certains observateurs comme Jacques Julliard ont été jusqu'à parler de juin 40 sanitaire. Est-ce que vous partagez ce constat? Au-delà de la formule, c'est vrai que la crise sanitaire a révélé des choses qu'on sentait latentes, présentes et qui là ont éclaté au grand jour. Ce que j'ai essayé de faire à travers cet essai, c'est de repartir de l'histoire longue de notre pays où l'État joue un rôle à nul autre égal. C'est-à-dire à la surface des démocraties occidentales, il n'y a pas un pays où l'État n'a une place aussi centrale. Non seulement, ça on le voit effectivement au quotidien, il est omniprésent et même parfois un peu envahissant, hein, à travers toutes les politiques qu'il conduit, la masse financière qu'il représente, le nombre de fonctionnaires et autres. Tous ces paramètres sont bien connus, mais c'est pas ça l'essentiel fondamentalement. L'essentiel, c'est que l'État a littéralement fabriqué la nation en France, ce qui est un modèle de construction politique totalement différent de ce qu'on trouve en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore dans d'autres pays. Et à tort ou à raison, pour le bien et parfois pour le moins bien, nous attendons, nous Français, de l'État beaucoup de choses, et y compris qu'il nous rassemble en tant que peuple. Et dès lors que l'État s'intimide lui-même, en quelque sorte, et se résout à une fonction beaucoup plus modeste dans la société, qu'il regarde la société comme première et non plus comme étant sa création, en quelque sorte, alors l'État se condamne à une certaine forme d'impuissance, ce qui excite beaucoup de passion, et ça on le voit de mille manières, de colère, d'attente, mais aussi de propositions identitaires, autoritaires, populistes, qui prospère dans le silence de l'État, justement, puisque l'État n'exerce plus cette fonction d'autorité. Et dans le mot autorité, j'entends le mot auteur, puisque c'est la même racine, puisque l'État ne se fait plus l'auteur de la société comme nous étions habitués au fil des siècles à ce qu'il le fasse. Nous allons parler du rapport entre l'État et la nation, parce que c'est un des aspects les plus passionnants de votre livre, je dois le dire, mais simplement pour finir sur la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a déploré le manque d'efficacité de l'État sur un certain nombre de sujets, et en même temps, c'est mon côté macroniste, l'État s'est montré particulièrement efficace pour ce qui est du chômage partiel, des aides aux entreprises en difficulté, et particulièrement autoritaire pour le coup dans sa gestion du confinement et de la politique vaccinale. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'on a assisté pendant cette crise au retour de l'État protecteur ou au contraire au triomphe de l'État bureaucratique? Les deux en général, c'est pas incompatible. On a vu toutes les facettes en fait du problème durant cette crise sanitaire. On n'en est d'ailleurs pas complètement sorti. On a vu à la fois des carences qu'on a laissé se constituer au fil du temps, hein, en particulier celle de l'hôpital public et de la jonction entre l'hôpital et la médecine de ville, ou l'hôpital public et l'hospitalisation privée, puisqu'on avait des lits d'hospitalisation privée qui n'étaient pas mobilisés alors que les urgences publiques étaient sursaturées. On a vu aussi les effets d'une régulation budgétaire bête et méchante qui s'est imposée depuis 15 ans sur l'hôpital public, donc qui a créé de vraies tensions, hein, de vrais besoins dans un certain nombre de services. Mais on a vu aussi, en effet, le caractère excessivement bureaucratique, hyper centralisé du fonctionnement de la santé en France, comme si toutes les décisions, même les micro-décisions, devaient se prendre
à Paris, et encore à Paris, pas n'importe où, in fine dans le bureau du président de la République. Ça, c'est très caractéristique d'un mode de fonctionnement qui confond centralisation et pouvoir. Et c'est pas parce qu'on est plus centralisé qu'on est plus efficace. Au contraire, et là aussi, je crois que la crise sanitaire l'a bien démontré. Mais malgré tout, in fine, la capacité de réaction, d'adaptation de l'État, l'engagement des fonctionnaires, ce qui est très important, les soignants, a permis aussi de se sortir de la crise relativement moins mal que d'autres. Je serais prudent, je n'irai pas au-delà de cette formule, mais relativement moins mal que d'autres. Donc l'État a retrouvé en quelque sorte sa place à la fois matérielle, pratique et symbolique dans cette affaire, quand même. Marcel Gauchet, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que le malheur français est en grande partie dû aujourd'hui à l'impuissance de l'État? Certainement. Je suis d'ailleurs, nous sommes, je crois, en plein accord avec Gilles Clavreul et moi, même si je n'ai pas encore lu son livre, sur ce constat. Et je crois qu'une des choses qui compose le paysage qu'on essayait de décrire tout à l'heure a été la désorganisation de l'État. On l'a beaucoup. L'État en France s'est énormément transformé depuis 40 ans. Gilles Clavreul en dégageait le principe. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut maintenant regarder du côté et de la dépossession induite par la décentralisation qui, très loin de rapprocher les citoyens telle qu'elle a été faite de la décision politique, les en a éloignés. La preuve, ils ne votent pas aux élections locales parce qu'ils ne comprennent plus rien au pouvoir local. C'est curieux comme, après tout... On l'a vu au régional récemment. Tout à fait. Et puis, d'autre part, la structure même de l'État, et la crise sanitaire a été un parfait révélateur de ce point de vue, a révélé que le modèle qui avait été adopté, qu'on appelle la réorganisation autour d'agences, avait profondément paralysé la décision publique, sous prétexte de plus grande efficacité. Autrement dit, nous nous sommes trompés dans la réorganisation du pouvoir en France depuis 40 ans, et ce n'est pas le moindre des défis qui attendent nos politiques que de remettre de l'ordre dans cette boutique où personne ne retrouve plus ses petits. Alors oui, justement, Marcel Gauchet et Gilles Clavreul, les politiques de gauche et de droite, pratiquement tous issus de la haute fonction publique qui ont gouverné ce pays depuis 40 ans, et dont Macron, d'une certaine manière, est la synthèse la plus pure, ont tous paradoxalement pour point commun, effectivement, vous l'avez dit, d'avoir jugé l'État français trop lourd, pas assez moderne, le modèle social trop coûteux, de rêver d'un État managérial plus efficace, mieux organisé. Et moi, j'ai l'impression que les Français, eux, ne sont pas nécessairement vouloir renoncer à leur modèle social, sont attachés à l'État tel qu'il était bâti depuis des siècles. Par contre, pour reprendre, pour le coup, une formule des Gilets jaunes, ils se demandent où va l'argent. Comment se fait-il, par exemple, qu'il y ait de moins en moins de lits à l'hôpital alors que nous sommes malgré tout l'un des peuples les plus imposés du monde? Comment on explique ce paradoxe? C'est la question que je voudrais vous poser à tous les deux. Et est-ce que finalement la volonté des élites dirigeantes de moderniser et d'alléger l'État n'a pas conduit au contraire à l'affaiblir et le rendre impuissant, comme si les énarques, fascinés par le monde de l'entreprise, avaient eux-mêmes tué l'État qu'ils prétendaient défendre? Je vous pose la question à vous, ancien préfet, énarque, je crois. Exactement ça, oui, justement, j'essaie de parler de ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire de l'intérieur de la machine, comment les choses ont pu se passer. Ce sont bien les élites politico-administratives qui ont été les opérateurs de cette destitution de l'État, c'est tout le paradoxe. Mais les énarques d'aujourd'hui ne sont jamais que les descendants lointains de la noblesse d'Europe, des légistes médiévaux, des grands artisans de la centralisation monarchique au XVIIe siècle et ainsi de suite jusqu'à nos jours, en passant en effet par les préfets, par les membres des grands corps de l'État, des grands corps techniques également. C'est au sein de cette élite politico-administrative que c'est conçu et qui a été mise en œuvre cette politique, en effet, assez largement de dépossession en fait du pouvoir ou de décentrement dont vous parliez des agences tout à l'heure. L'agencisation des politiques publiques a été l'un des vecteurs, l'une des modalités d'expression. Et derrière ça, il y a en effet quelque chose d'une idée que la rationalité technicienne serait mieux assurée par des structures expertes,
d'une part, et d'autre part, une peur devant l'exercice du pouvoir, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est comme si l'État s'était mis à trembler devant sa propre autorité et qu'il préférait en confier le soin et la légitimité qui va avec à des structures qui seraient réputées neutres et impartiales parce que échappant à tout ce qu'il y a de trouble dans le jeu démocratique qui est tout simplement à l'élection. C'est un peu ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi je blâmerais la décentralisation un peu comme tout le monde, si j'ose dire, si on avait fait la décentralisation. Mais on n'a pas fait la décentralisation. On l'a fait une première fois pour de vrai en 81-82, mais après on a cessé de la faire pour de faux. On a fait des transferts de gestion et de personnel, ça oui. On a complexifié terriblement le jeu politique local avec des structures qui sont de plus en plus éloignées en réalité du terrain, c'est-à-dire les grandes intercommunalités, les métropoles. On ne le voit que trop dans les grandes métropoles françaises aujourd'hui, et puis également les régions qui sont passées de 22 à 13, avec une envergure territoriale qui devient un peu ridicule, et elles sont encore moins représentatives des identités régionales qu'elles n'étaient auparavant. Donc on n'a pas fait la décentralisation, on a plutôt décentrer et disperser les structures de pouvoir en les confiant à des personnes beaucoup moins investies de la légitimité démocratique. Et en effet, ce sont des élites technocratiques qui sont pour beaucoup responsables de cette évolution, avec, et ça c'est la ruse de la raison libérale, avec l'idée qu'ils n'allaient pas démanteler l'État. C'est pas la formule à l'américaine du tout, Reagan disant l'État n'est pas le problème, n'est pas la solution, c'est le problème. C'est en disant il faut réformer l'État pour qu'on ait un meilleur État. C'est-à-dire, si on a moins d'État, on aura mieux d'État. Formule bateau, tarte à la crème, que j'ai entendue dans je ne sais combien de séminaires gouvernementaux et autres. En réalité, on a eu moins d'État, mais on n'a pas eu mieux d'État. Et c'est pas incompatible avec le fait d'avoir un État lourd qui dépense de plus en plus. Je dirais même que c'est la compensation ex post de ses faiblesses, toutes les inégalités qu'il n'arrive pas à résoudre. D'où pardon, je vous interromps, mais tout le débat qu'on a aujourd'hui sur l'assistanat. Est-ce que les politiques d'aide sociale viennent compenser finalement les défaillances de l'État régalien ? Oui, enfin disons je crois qu'il y a la question des inégalités est évidemment centrale. Elle va de pair aussi d'ailleurs avec la manière dont le peuple considère les élites et la mesure dans laquelle il admet que les élites soient des élites. C'est à une condition et une seule, qu'elles se mettent au service du peuple, uniquement. Faute de quoi ça ne marche pas. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi le fait que, inlassablement, comme on n'arrive pas à corriger initialement les inégalités au moment où elles se constituent, et où elles se constituent à la base, essentiellement à l'école, dans la ségrégation territoriale, comme on n'arrive pas à corriger ça, et qu'au contraire, les effets de réseau, les effets de capitalisation des connaissances ne cessent de s'accentuer, on compense un petit peu par culpabilité, on va dire, avec un système de redistribution d'autant plus généreux que la société par elle-même produit des inégalités qu'on a quasiment renoncé à résorber à la racine. Merci Gilles Clavreul, merci Marcel Gauchet. Vous restez avec nous dans Les Irréductibles sur Sud Radio. Après Macron, la victoire des populistes est-elle inéluctable ? Les réponses de Marcel Gauchet et Gilles Clavreul après la pause dans la dernière partie des Irréductibles. C'est tout de suite. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec toujours l'historien et philosophe Marcel Gauchet et Gilles Clavreul, cofondateur du Printemps républicain et créateur du think tank L'Aurore. Gilles Clavreul, dans votre nouvel essai « Dans le silence de l'État », vous expliquez que la crise de l'État est d'autant plus inquiétante en France que c'est l'État qui crée la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, la nation vous semble menacée ? Menacée, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une angoisse française particulière par rapport à cette question-là, oui. Et encore une fois, je crois que la réponse, pour nous, elle vaut pas forcément pour d'autres pays. La réponse est largement entre les mains de l'État, c'est-à-dire ou bien il montre sa capacité à reprendre en main son rôle que j'appelle d'instituteur de la société, et alors les Français peuvent retrouver confiance en lui, ou alors il persévère dans son dessaisissement, dans son autodessaisissement, et là les colères ne feront que s'amplifier, et les solutions ou autoritaires ou les replis identitaires prospéreront comme ils prospèrent, comme on est en train de le voir. Marcel Gauchet, sur ce point ? Oui, il y a effectivement une question posée
l'État n'a de sens que comme État d'une nation. Et la nation et l'État forment le couple parfait en France où les deux termes doivent se répondre. Et il y a un désaccord qui s'est créé, qui crée une véritable angoisse existentielle sur la possibilité même de persévérer dans une expérience historique qui est en train de perdre son sens, sans qu'on voit où elle nous emmène. Et je pense que l'angoisse principale, elle porte sur ce devenir collectif. C'est-à-dire, c'est le où va l'argent, disions-nous à l'instant, mais où allons-nous collectivement? C'est-à-dire qu'allons-nous représenter comme entité politique capable de décider de son sort? Oui, je crois que là, il y a une vraie question qui est posée aux Français d'une manière qui est originale par rapport au... En effet, je suis d'accord avec Gilles Clavreul, par rapport à d'autres traditions politiques où, mettons, les États-Unis, où la société a un rôle plus important. Une volonté de se faire ses affaires par elle-même beaucoup plus important et constitutif d'une identité. Nous, c'est pas le cas. Les Français, comme nation, sans un appareil politique capable de décider et d'orienter le sort de tous, ils sont perdus. Les Français, ils sont comme ça. Et je crois que la première tâche d'un discours politique, c'est de prendre en charge cet acquis historique pour, évidemment, le faire évoluer. Mais il faut le prendre en charge, sinon les propositions de prise en charge viendront d'ailleurs. Gilles Clavreul, vous définissez-vous comme un républicain laïque, vous êtes cofondateur du Printemps républicain, et vous vous inquiétez dans votre livre, mais aussi dans votre engagement public, de la montée en puissance d'un certain identitarisme. L'avenir est-il à la tribalisation, la libanisation, diront certains, de la France ? Ce que j'essaye d'analyser, c'est que dans ce silence de l'État, cette indétermination sur le destin du pays, où est-ce que tout ça nous mène, les gens cherchent des réponses, des refuges, des solutions, un peu comme ils peuvent, et en fonction aussi des idées en circulation. Donc oui, ça me paraît assez normal que notamment les Français qui, pour des raisons objectives, qui tiennent à leur situation sociale, qui peuvent tenir au passé ou à l'histoire de leur famille, cherchent refuge dans un certain nombre de propositions idéologiques nouvelles qui sont soit de nature religieuse, soit dans le nationalisme outrancier, le populisme, etc. Ça me paraît malheureusement inévitable, d'où l'importance de restaurer non pas une d'ailleurs, mais des propositions démocratiques. Vous avez fait un livre sur la droite et la gauche, Marcel Gauchet, là, qui dit très bien ça. C'est pas une manière de résumer toutes les conflits, toutes les oppositions de la société, mais c'est une manière de verbaliser en fait les oppositions, les propositions, les idées. Et c'est vrai que l'affaiblissement du clivage droite-gauche, pas sa disparition, mais son affaiblissement, c'est un peu le témoin lumineux de ça aussi, de cette impossibilité croissante que nous avons à organiser un débat respectueux, serein, entre des propositions politiques alternatives, au profit de systèmes identitaires très fermés. C'est-à-dire la proposition identitaire, qu'elle soit celle des décoloniaux ou qu'elle soit celle d'Éric Zemmour, ce sont des systèmes complètement fermés. C'est à prendre ou à laisser. Vous acceptez la France de Zemmour ou vous la rejetez. Mais d'ailleurs, il le dit très bien, si je puis dire, d'une certaine façon. Et bien, du côté des coloniaux, c'est pareil, vous êtes condamné à ce manichéisme. Ou bien vous remettez tout en cause, ou bien vous prenez tout en cause, en bloc. Ça, évidemment, c'est très mortifère pour la démocratie, je trouve. Gilles Clavreul, vous semblez, je ne cache pas, peut-être un désaccord que j'ai avec vous, renvoyer dos à dos les identitaristes et ce que vous appelez donc les néo-populistes, c'est ce que vous appelez la tenaille identitaire. Mais est-ce qu'on peut mettre vraiment sur le même plan l'identité nationale et les identités particulières? Ceux que vous nommez les néo-populistes ne sont-ils pas tout simplement les défenseurs, eux aussi, de l'État-nation face aux nouvelles tribus? Je dirais deux choses. D'abord, je fais un distinguo entre les propositions identitaires et le populisme dans le livre. Donc, Ouria Boutelja, c'est pas tout à fait Éric Zemmour, quand même. Je dis, c'est pas la question, c'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que ce sont des modèles politiques qui évacue complètement la question de la délibération démocratique au profit d'une identité essentialisée. Après,
libre à chacun de considérer que Boutelja est pire que Zemmour ou Zemmour pire que Boutelja. À la limite, c'est pas mon problème. Ce que je constate aussi d'un autre côté, c'est que du côté de l'extrême droite, on va aller vite, ou de la droite identitaire comme vous voudrez, il y a un capital politique certain et une aspiration à exercer le pouvoir. Ça, du côté des décoloniaux, vous ne retrouvez pas du tout la même chose. Donc là, en effet, il y a une dissymétrie. Puis ils n'ont pas la même influence non plus. Mais il y a comme une espèce de division du travail, en quelque sorte. C'est-à-dire, la droite identitaire aimerait bien exercer le pouvoir. Elle se cale sur des modèles qui existent, comme Orban, par exemple. Du côté de la gauche woke, on ne veut pas le pouvoir. On veut exercer une forme d'hégémonie culturelle. On ne le voit que trop dans certaines institutions publiques ou dans certains médias, mais on ne cherche pas du tout à exercer le pouvoir. On critique le pouvoir par principe, le pouvoir étant jugé comme le mal incarné. Voilà. Alors de l'autre côté du spectre politique, effectivement, on ne dit pas la même chose. On assume que le pouvoir, c'est l'autorité indiscutée, en quelque sorte. Ça, c'est l'autoritarisme, d'ailleurs. C'est pas l'autorité à proprement parler. Donc, dissymétrie, oui, si vous voulez, mais elle n'est pas si énorme que ça, en réalité. Marcel Gauchet, est-ce que le néopopulisme est une menace pour la démocratie ou est-ce que c'est l'expression d'une demande de démocratie, voire une alternative démocratique à cette impasse que vous décriviez, finalement de la même politique, d'une seule politique possible depuis 89, qui a été poursuivie par la droite et la gauche? Une alternative politique, je ne le crois pas. Pour une raison de fond, qui est que la définition la plus simple qu'on puisse donner de l'identité française, et là je rejoins Gilles Clavreul, c'est que les Français sont unis parce qu'ils les divisent. Et par conséquent, il faut assumer cette condition-là pour être vraiment un représentant de la nation française. Et précisément, c'est la faille des discours identitaires. C'est qu'en fait, ils sont d'ailleurs incapables de la définir, cette identité qu'il faudrait défendre. Elle ne s'inscrit pas, en fait, dans la continuité de notre histoire politique. Et je crois que oui, je vous accorde absolument qu'il faut comprendre ce populisme, ou peu importe ce qu'on met sous ce nom d'ailleurs, qui n'est pas très adéquat, mais comme une demande de démocratie. Mais ne confondons pas la demande et la réponse. La demande est tout à fait légitime. Et dans l'aspect négatif, si je puis dire, de ce populisme, il y a des choses qui sont absolument indispensables à entendre. Et si le système politique en place ne fait pas l'effort de les intégrer, il est menacé d'une déstabilisation permanente. C'est ça, moi, c'est ce que je pense. Malheureusement, notre équation française actuelle, c'est populisme impossible et pouvoir officiel intenable. Ce qui veut dire un marasme politique chronique. C'est pas le rêve. Je pense que c'est précisément l'équation dont il faut sortir. Dernière question pour tous les deux, Marcel Gauchet, Gilles Clavreul. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron, en unifiant, vous l'avez rappelé, une certaine gauche et une certaine droite, en assumant son européisme, a profondément bousculé le jeu politique. Quoi qu'il arrive, est-ce que cette élection présidentielle marque la fin d'un cycle? Est-ce qu'on pourra revenir en arrière et à ce modèle droite-gauche traditionnel? On revient jamais en arrière. Donc on est condamné à faire usage de notre intelligence pour trouver des solutions nouvelles et pour repenser à nouveau frais un débat démocratique avec des solutions divergentes et qui s'opposent les unes aux autres, mais qui permettent quand même de tracer un chemin. Là, ce qui est en effet très angoissant et ce que beaucoup de colère française retrace, c'est que le chemin, on le voit pas bien. Voilà. Donc là, on a effectivement... Les politiques ont une responsabilité importante aujourd'hui à proposer ce nouveau chemin. Il faut que l'élection présidentielle serve à ça, parce que sinon elle ne sert à rien. Marcel Gauchet, pour finir, il vous reste 1 minute 30. Donc, cette élection va marquer, je pense, dans tous les cas, une prise de conscience de la déstabilisation très profonde de notre héritage partisan. Gauche et droite dans le même sac de ce point de vue. Elle va marquer également, pour moi, la fin du mythe européen tel qu'il a fonctionné depuis maintenant une quarantaine d'années dans ce pays, selon lequel, par l'Europe,
on aurait la solution de nos problèmes. Il faut que nous nous retroussions les manches nous-mêmes. Nous en sommes là. Et je crois cette élection marque surtout l'entrée dans une période très inconnue, parce qu'on voit la part destructrice, mais on ne voit pas la part constructive. Merci Marcel Gauchet, merci Gilles Clavreul. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Irréductibles. À la semaine prochaine.